Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Les orages de ces derniers jours semblent annoncer l'automne et avec lui la fin de la canicule. Cette dernière s'éloigne toutefois en laissant dans son sillon le souvenir de conditions de travail extrêmement rudes, voire mortelles pour certains vendangeurs. Alors Diane Reboursier, avocate au cabinet Auguste de Bouzy, déclarait sur France Info « Notre code du travail n'est pas adapté au réchauffement climatique », je cite, propos appuyés notamment par Anthony Smith, membre du Conseil national de l'inspection du travail. Alors ce dernier réclame en effet la mise en place d'un plan d'action chaleur dans les entreprises après que la Marne, son département, ait déclaré le décès de 3 vendangeurs depuis le début de la récolte le 5 septembre. Et puis depuis le 1er septembre, 6 saisonniers sont décédés dans les vignobles de Champagne et du Beaujolais. Alors pour en parler ce matin, nous sommes avec Yves Damécourt. Bonjour Yves Damécourt. Bonjour. Alors vous êtes vigneron, ancien conseiller régional et général, ancien maire de Sauveterre en Guyenne. Alors on l'a dit, le 1er septembre, 6 saisonniers sont décédés dans les vignobles de Champagne et du Beaujolais. Alors les fortes chaleurs sont mises en cause. Est-ce que pour vous c'est un phénomène nouveau ou est-ce que ça a toujours existé ? En tout cas, le métier du vendange est pas un métier facile. En fait, ici, dans notre région, on vendange à la machine, donc, comme dans la plupart des vignobles français. Donc les vignobles où on vendange à la main sont plutôt rares désormais. Il y a la Champagne, parce qu'il y a une obligation de vendanger à la main qui a été décidée par les producteurs de Champagne. Mais le jour où les producteurs de Champagne veulent vendanger à la machine, ils peuvent le faire. Ensuite, il y a les vins liquoreux, puisqu'il y a plusieurs passages dans les vignes pour ne vendanger que les raisins pourris. Donc, c'est les vendanges tardives. Donc, c'est Sauternes, Montbazillac, Sainte-Croix-du-Mont. C'est les coteaux du Léon, les coteaux de l'Aubance. C'est les vendanges tardives d'Alsace. Et puis ensuite, il y a les crus classés. Les crus classés qui eux, vendangent à la main. Mais heureusement, aujourd'hui, la plupart des vignobles français sont vendangés à la machine. Heureusement, parce qu'on ne trouverait pas les vendangeurs pour vendanger les vignes françaises. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui sont chez eux et qui touchent les minima sociaux, mais parmi eux, très peu qui sont prêts à venir vendanger. Et justement, ce phénomène, on a parlé de ces saisonniers décénés dans des vignobles, c'est assez récent finalement, ou ça a toujours existé et ça fait partie aussi du métier, qui est un métier dur, on le rappelle, surtout que ce sont souvent des jeunes qui sont dans les vignobles. Écoutez, quand il fait chaud, on prend des précautions. Nous, en ce moment, on vendange la nuit parce que la vendange est plus fraîche. Je pense que, il faut pas mettre en danger les vendangeurs. Enfin, ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui vendangent en Afrique du Nord, en Espagne, dans la Rioja, en Navarre, au Chili, en Argentine, dans des régions où il fait bien plus chaud que en France. Et donc aujourd'hui, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut... la seule façon de protéger les vendangeurs, c'est que quand il y a de la canicule, c'est de ne pas vendanger. C'est s'organiser pour vendanger soit la nuit, à la lampe de mineur, soit quand il fait plus frais. Ou alors changer les décrets d'appellation pour pouvoir vendanger à la machine un certain nombre de régions à cause des fortes chaleurs. Alors qu'est-ce que ça change justement il y a eu ce changement, donc évidemment on a l'image des vendanges d'antan de 1952 avec Lily Fayol qui nous chantait juste avant ces vendanges de l'époque. Alors qu'est-ce qui a changé avec l'arrivée de la machine ? Est-ce que ça change quelque chose notamment aux raisins et pourquoi donc les grands crus classés, eux, continuent à avoir des vendanges à la main ? Parce qu'ils ont les moyens de payer les équipes de vendangeurs. Aujourd'hui, la vendange manuelle est très coûteuse et donc il faut faire des marges suffisantes pour pouvoir payer les équipes de vendangeurs. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des vins français. Parce qu'aujourd'hui, les vins français, la plupart sont... les cours sont au plus bas. La consommation de vin rouge a baissé de 30% depuis 10 ans. Il y a une désaffection des Français pour le vin. On enterre chaque semaine dans nos églises et dans nos cimetières des gens qui buvaient du vin tous les jours sur leur table et qui sont remplacés par une jeune génération qui boit surtout de la bière. Et donc, aujourd'hui, il y a une crise dans le vignoble qui est terrible. Et les vendanges de cette année, plutôt que la chanson de Lily Fayol, on aurait plutôt envie de mettre la marche funèbre. Parce qu'à cela s'ajoutent des maladies qu'on n'avait pas vues à une telle ampleur depuis 50 ans, notamment le mildiou, qui est une
une espèce de champignon microscopique qui a détruit les récoltes. Aujourd'hui, dans ma région, les pertes vont être entre 80 et 90%, voire 100% pour certains viticulteurs. Donc en fait, on a travaillé pendant une année et on n'aura pas de récolte. L'État nous a abandonnés. Depuis une dizaine d'années, il y a des viticulteurs qui ont abandonné leurs vignobles. Il y a à peu près 3000 hectares de vignes qui sont abandonnés dans le Bordelais. Ces 3000 hectares de vignes qui sont à l'abandon, personne ne veut régler le problème. L'État se désengage. L'État ne fait pas ce qu'il faut pour que ces vignes soient arrachées. Résultat, ça devient des foyers de maladies. Et cette maladie, avec le vent, puisque ce sont des champignons microscopiques, des microalgues, se déplace dans tout le vignoble et a contaminé tout le vignoble. Et donc aujourd'hui, vous avez des viticulteurs qui n'ont que leurs yeux pour pleurer, qui ont dépensé beaucoup d'argent pour entretenir leurs vignes jusqu'à la récolte et qui aujourd'hui n'ont pas de récolte. Et donc c'est un désastre, et un désastre que finalement personne ne voit, qui n'intéresse personne, puisqu'il y a un certain nombre de personnes en France qui souhaiteraient que la production du vin cesse, comme la production de l'automobile a cessé, comme le nucléaire va cesser. Enfin voilà, on est en train de détruire tout ce qui marche. Il faut savoir quand même que la filière vin et spiritueux en France, c'est la deuxième contributrice à la balance commerciale de la France, et qu'on est en train d'abandonner cette filière, comme on en a abandonné d'autres avant, pour des raisons idéologiques. Alors, mais quelles raisons idéologiques, justement, parce que le vin, c'est le rayonnement aussi de la France à l'international. Donc pourquoi des gens voudraient que la filière du vin décède ? Il y a un lobby qui s'appelle le lobby de vin, le lobby de la santé, en fait, qui ne veut pas que les Français boivent une goutte d'alcool. Mais bon, c'est... Voilà. Pourtant, quand on a reçu le roi Charles III à Versailles, on a mis sur les tables des belles bouteilles de vin pour montrer le savoir-faire français. Le roi Charles III, d'ailleurs, vient à Bordeaux visiter des vignobles. Mais d'un autre côté, on a au Parlement, depuis 40 ans, des gens qui votent des lois scélérates pour détruire la vigne et le vin de l'intérieur. Je crois qu'il y a 2 publicités qui étaient programmées par le ministère de la Santé il y a quelques semaines et qui ont été annulées in extremis quand le ministre de l'Agriculture a vu ces publicités. Ces publicités, elles sont normalement censées lutter contre l'alcoolisme, mais en fait, elles attaquent directement le vin, comme si l'alcoolisme venait de la consommation culturelle et cultuelle de vin. Et donc, aujourd'hui, l'alcoolisme vient de conduites addictives, avec des alcools forts, mais ne vient pas de la consommation de vin, ou très rarement. Donc, voilà. Mais le vin est toujours pris pour cible, parce que les Français consomment du vin. Les Français, à eux seuls, c'est 15% de la consommation mondiale de vin. Il y a 90 millions de touristes qui viennent chaque année en France, notamment pour apprendre à déguster du vin. Mais on est en train de casser ça aussi. On est en train de tout casser dans notre pays. Et justement aussi, est-ce qu'on ne peut pas penser que le vin, donc la consommation de vin a changé, mais aussi le vin en question a changé, il est aujourd'hui de plus en plus fort, et puis aussi il y a un goût aussi pour le vin bio, le vin entre guillemets qui a été récolté sans pesticides. Est-ce que vous pensez que ces évolutions peuvent renouveler justement la consommation de vin ? Vous voyez comme l'idéologie des écologistes radicaux a gangréné jusqu'à votre propre esprit. Vous parlez de vin sans pesticides. Oui. Ça n'existe pas, les vins sans pesticides. L'agriculture biologique utilise des pesticides biologiques. Mais des poisons biologiques sont des poisons quand même. Et donc, le vin sans pesticides n'existe pas. L'agriculture sans pesticides n'existe pas. La seule différence entre l'agriculture dite biologique, et on peut en reparler, et l'agriculture conventionnelle, c'est que l'agriculture conventionnelle s'autorise des médicaments de synthèse, alors que l'agriculture biologique n'utilise que des médicaments biologiques. Et donc, ce discours qui fait croire aux consommateurs qu'on aurait une agriculture sans pesticides, c'est un mensonge. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a pas mal de viticulteurs qui avaient opté pour l'agriculture biologique depuis 10 ans, qui sont en train de faire demi-tour parce que ceux-là, ils n'ont pas de récolte. Et donc, on peut prendre toutes les bonnes résolutions que l'on veut, on peut s'interdire tous les produits que l'on veut, et si on n'a pas de récolte au bout, eh bien, il n'y a pas de vin biologique. Ça n'existe pas. Voilà. Les gens veulent boire du vin bio, qui n'est pas bio, puisqu'il utilise du sulfate de cuivre, que le cuivre est un biocide, que le cuivre se retrouve dans les sols et stérilise les sols. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Tout ça, c'est un énorme mensonge. Quand tout ce discours sur l'agriculture dite biologique va se retourner, eh bien, il va y avoir
des grandes difficultés. L'agriculture, par définition, est biologique. Après ça, vous avez des médicaments ou des produits de traitement biologique et des produits de traitement de synthèse. Vous avez des pesticides biologiques et des pesticides de synthèse. Si sur tous les produits d'agriculture biologique, il y avait plutôt écrit pesticides biologiques, je pense que les Français regarderaient les choses différemment. Et oui, mais justement, il y a aussi une différence entre la vision qu'on a donc des vendanges aussi avec ces grandes cuves et puis ce vin qui est écrasé sous les pieds des femmes et des enfants. Depuis ce moment-là, il y a quand même eu un changement dans la production de vin. Ça fait bien longtemps que les enfants et les femmes et les hommes ne sont plus en train de passer dans les cuves avec leurs pieds. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est même interdit puisque ça serait une transmission aussi d'un certain nombre de champignons qu'on trouve sur les pieds. Donc aujourd'hui, tout ça se fait dans des conditions sanitaires bien meilleures. On a toujours des grandes cuves, mais il n'y a plus les pieds pour aller écraser la vendange. Hein. Sauf quand on passe à la télé, c'est pour le folklore, comme votre chanson de 1952. Voilà. Mais enfin, aujourd'hui, le vin, c'est quelque chose de sérieux. Le vin, c'est un aliment qui va être bu, et donc il faut que tout ça soit fait dans des conditions d'hygiène et de sécurité optimum. Et donc, voilà, c'est le cliché et la farandole et le folklore, on n'est plus dans cette entreprise-là. Enfin, c'est quand même la filière viticole, c'est 10 milliards d'euros d'excédent budgétaire. Donc, on est dans des choses très innovantes avec plein d'innovations, plein de savoir-faire, un machinisme incroyable qu'on exporte dans le monde entier. Enfin, c'est une filière complète, un savoir-faire français reconnu partout, qu'on est en train de casser avec des attaques que les viticulteurs ne méritent pas. Alors, vous nous l'avez dit, il y a 3000 hectares de vignes en abandon, il y a une désaffection du vin, et pourtant, il y a aussi toute cette nouvelle compétition internationale avec les vins chiliens, australiens, puis aussi plus proche, les vins espagnols, les vins italiens. Alors, comment aujourd'hui les vignerons français font face à cette nouvelle concurrence internationale qui commence à être de plus en plus crédible? En tout cas, aujourd'hui, un vin, il existe des bons vins, même californiens, ce qui n'était pas le cas il y a encore 20 ans en France. Il y a 30 ans, il y avait 30 pays producteurs de vin. Aujourd'hui, il y en a 130. Donc aujourd'hui, on fait du vin dans le monde entier, un petit peu partout. La Chine a planté 1 500 000 hectares de vin, c'est-à-dire l'équivalent des 10 fois le Bordelais. Il y a des vins au Chili depuis longtemps maintenant, en Argentine, en Californie. D'ailleurs, ce sont souvent des investisseurs français qui sont allés investir dans ces régions-là. Les technologies ont beaucoup évolué. Hein. Si on faisait encore la vendange avec ses pieds et avec ses mains, je pense que ces pays-là ne seraient pas capables de faire du vin. C'est grâce aux technologies qui nous permettent de faire du vin dans des conditions les meilleures possibles qu'on réussit à faire du vin dans les pays chauds, parce qu'on maîtrise la température des raisins quand ils rentrent au chai, on maîtrise la température, c'est ce qu'on appelle la thermovinification, et donc on fait des très bons vins partout, notamment avec des capitaux français. La concurrence mondiale est importante, et c'est pour ça que quand la France baisse sa production de 30%, c'est très compliqué d'aller trouver à l'export des parts de marché pour compenser ce que l'on perd en France. Et voilà. Donc oui, c'est un marché concurrentiel, c'est un marché mondialisé, on boit du vin partout. Les nouvelles générations sont beaucoup plus intéressées par la dégustation de vins différents, alors qu'autrefois, les gens étaient fidèles à une région. Plus donc vous enracinés, aviez les gens qui buvaient du Bordeaux de père en fils, les gens qui buvaient du Bourgogne de père en fils, les gens qui buvaient des Côtes-du-Rhône de père en fils. Maintenant, les gens zappent, ils veulent déguster plein de choses, mais on a beaucoup d'atouts et les vins français restent quand même les leaders, parmi les leaders au niveau international. Et puis les plus prestigieux au monde. Merci Yves Damécourt. Je rappelle, vous êtes vigneron, ancien conseiller régional et général, ancien maire de Sauveterre en Guyenne. Merci à vous.